Oui, c'est un fait, les tentations séparatistes menacent l'éducation de la jeunesse de France. Bien entendu, par l'existence d'enfants hors radar de l'obligation d'instruction qui ne sont ni ceux de l'école publique ou privée, ni ceux de l'instruction en famille, eux parfaitement connus, identifiés, déclarés, recensés. Bien sûr, par les écoles de fait, ces établissements clandestins qui se développent sans même avoir besoin d'utiliser le faux nez de l'instruction en famille, mais aussi par les pressions auxquelles sont confrontés enseignants et chefs d'établissement, au cœur même de l'école publique, où l'islamisme déstabilise professeurs et enseignement, vie scolaire et périscolaire, et même vivre ensemble entre les garçons et les filles. Ce projet de loi apporte-t-il des réponses en matière d'éducation? Malheureusement, le faisceau républicain rate la cible du séparatisme. Il rate sa cible, mais paradoxe, il se retourne contre l'un de ses piliers, la liberté d'enseignement. Pourtant, dès le 15 janvier 1850, Victor Hugo déclarait « À côté de cette magnifique instruction gratuite, je placerai sans hésiter la liberté d'enseignement pour les instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les corporations religieuses, la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales comme toutes les autres libertés, et je n'aurai pas besoin de lui donner le pouvoir inquiet de l'État pour surveillant, parce que je lui donnerai l'enseignement gratuit de l'État pour contrepoids. » Votre projet de loi, monsieur le ministre, en son article 21, symbolise bien ce pouvoir inquiet de l'État. Ainsi, il n'hésite pas à jeter par-dessus bord la liberté d'enseignement en créant un régime d'autorisation, alors même que vous avez été incapable, au-delà des cas d'espèce, d'étayer le moindre corollaire entre instruction en famille et menaces séparatistes, alors que ni l'ampleur du phénomène, et encore moins les dérives ou les infractions au dispositif ne justifient le recul d'une liberté fondamentale. Avec ce texte, la liberté de choix des parents devient un motif de suspicion de séparatisme. Avant tout acte, les parents sont présumés coupables de ne pas poursuivre l'intérêt supérieur de leurs propres enfants, et la puissance publique est jugée seule apte à le définir. Nous passons bien d'un contrôle a posteriori que je ne discute pas à un contrôle sociétal a priori de l'intention, de la motivation même des parents. Aussi, notre commission a eu la sagesse de supprimer l'article 21 tout en introduisant un certain nombre d'éléments permettant de renforcer les contrôles en cas de doute sérieux. Notre commission a ainsi rappelé avec force que la liberté de choix des parents ne peut être aliénée a priori. Elle a rappelé aussi avec force que les parents sont les premiers et les ultimes éducateurs de leurs enfants. Elle a surtout rappelé que la coexistence de propositions éducatives variées est le signe d'une société démocratique, d'une société plurielle, d'une société respectueuse de la diversité, laquelle n'exclut pas la concorde nationale. Mes chers collègues, à rebours du pouvoir inquiet de l'État, je souhaite que l'examen de ce texte soit l'occasion de changer de paradigme pour mieux contrôler ce qui doit l'être, sans faire peser sur les familles qui ne font pas le choix de l'école publique une insupportable présomption de culpabilité. Si nous devons mieux armer l'école publique et ses hussards noirs en améliorant leur formation et en rompant avec la culture du pas de vague, si nous devons nous mobiliser pour que l'instruction publique demeure un contrepoids et redevienne porteuse de promesses et d'avenir pour les enfants de ce pays, ce n'est pas en se reniant comme un État inquiet que la République luttera contre le séparatisme. Car s'il devait y avoir, comme le proclamait Clemenceau, un conflit entre la République et la liberté, c'est bien la République qui aurait tort. C'est au contraire en réaffirmant son attachement viscéral à nos libertés fondamentales, et parmi elles la liberté d'enseignement, pleine, entière, absolue, soumise aux lois générales, comme toutes les autres libertés, que la République puisera sa plus grande force. Et à l'ensemble des intervenants, même si M. le ministre de l'Éducation nationale est parti,
sur les questions d'éducation. Je regrette profondément la position de la Commission et du Sénat pour une partie d'entre elles, et pas par idéologie et par envie de refuser une liberté à mes compatriotes. Mais inspiré de mon expérience personnelle, je peux m'étonner quand même que nous puissions, si vous me le permettez, avoir un débat autour de l'article 21 et autour sur le bien-fondé de ce que peut proposer le gouvernement. J'ai trop vu dans ma commune la déscolarisation notamment des petites filles en grand nombre, en quelques années de maire, j'ai eu l'occasion de le faire, qui pour me permettre de penser que les choses sont bien faites. Quand on est maire, et vous l'avez été, monsieur le maire, quand on est maire, on n'a pas le fichier des habitants de sa commune. Certains peuvent le regretter dans le côté droit de l'hémicycle, mais le fait est que nous n'avons pas le fichier des habitants de sa commune. On a le fichier des électeurs, par son principe même, ce sont des Français ou des citoyens communautaires qui ont plus de 18 ans. Vous êtes dans l'obligation légale d'inscrire les enfants à l'école. Et vous n'avez pas la possibilité d'aller dans les fichiers sociaux qui vous permettent de recouper ceux qui, d'une part, appartiennent au parc HLM, d'autre part, qui touchent des prestations sociales, le troisième qui touche un certain nombre d'indemnités. Lorsque le maire fait son travail, et je sais que comme 99,9%, il le fait avec l'aide des services municipaux, inscrit les enfants à l'école, il ne sait pas ceux qui ne s'inscrivent pas à l'école. Et j'ai découvert quand j'étais maire, je suis sûr que c'est arrivé à chacune et à chacun d'entre vous dans les territoires les plus compliqués, des petits fantômes de la République. Sur les 50 000 enfants 2019, monsieur le sénateur, qui étaient en instruction en famille, 25 000 l'étaient pour des raisons médicales. 25 000 ne l'étaient pas pour des raisons médicales. Je suis d'accord avec vous que l'immense majorité, sans doute, des familles qui éduquent leurs enfants le font parfaitement en corrélation avec les valeurs de la République, même si personnellement, je pense que c'est jamais un mal qu'un enfant aille à l'école. Monsieur Karoutchi parlait des piliers de la République. À coup sûr, l'école fait partie des piliers de la République. Mais il y a, et je peux vous témoigner qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'enfants qui utilisent par les parents la déscolarisation pour des motifs de radicalisation. Ce serait être aveugle que de ne pas le voir. Et à Marseille, en une année, on est passé de 650 enfants déscolarisés dans la ville de Marseille à 1250, monsieur le sénateur, en une année. Et je ne vais pas vous faire la sociologie des quartiers qui sont les plus concernés. Ce ne sont pas ceux qui, en général, ont des écoles privées sous contrat ou des écoles publiques de qualité à côté. Malheureusement, c'est dans la géographie. Monsieur Ravier, tout à l'heure, dans des propos très excessifs, évidemment, parlait des quartiers qui étaient sous emprise. J'en fais fermer, monsieur le sénateur, avec le ministre de l'Éducation nationale, quasiment toutes les semaines des écoles hors contrat. À l'intérieur de ces écoles hors contrat non déclarées, la quasi-intégralité des enfants sont inscrits à l'instruction en famille. La quasi-intégralité. Des petites filles qui portent le hijab à 3 ans à terre, où on cache la photo des animaux pour pas qu'on voit leur tête. On apprend dès 3 ans l'arabe sur des versets du Coran, sans fenêtre. Et on ne le fait, et je le dis ici devant la République, et c'est normal qu'il y ait un certain nombre de dispositions dans le nouveau texte, on le fait qu'en vertu des mesures soit sanitaires, soit de RP. Alors qu'il faille respecter la liberté d'enseignement en famille, le gouvernement n'y a jamais voulu renoncer. Mais le régime de déclaration, je le dis franchement comme je le pense, monsieur le sénateur, ne permettra pas justement l'atteinte que nous voulons. Parce que la déclaration, elle se fait pour les gens qui sont honnêtes. Quand vous faites l'impôt à la source, la grande difficulté des gens qui permettent de pas faire leur vie quasiment sans payer d'impôts, c'est parce qu'on est sous un régime déclaratif. Le meilleur moyen de ne pas avoir de contrôle, c'est quand il n'y a pas de déclaration. Le régime d'autorisation obligatoire permet le contrôle. L'impôt à la source permet d'éviter que des gens échappent à l'impôt. Notre droit français est un droit qui est bâti sur une petite partie de naïveté de la déclaration. Nous devons, tout en respectant la liberté évidemment d'enseignement à la famille, permettre une autorisation ou au moins une inscription obligatoire d'instruction en famille. C'est extrêmement important si nous voulons lutter contre cette radicalisation. Bien évidemment, nous pouvons travailler, et je crois que c'est le sens du ministre de l'Éducation nationale, avec le Sénat et ses dispositions et sa volonté, mais nous devons rétablir une forme d'article 21, parce que je crois profondément qu'une partie de plus en plus importante de nos quartiers connaissent malheureusement l'utilisation de l'instruction en famille pour des motifs qui sont bien moins nobles que ceux que vous avez évoqués à la discussion générale.